Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce débat. Lequel débat se tient à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La date du 3 mai a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Tous les ans donc, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. La journée permet également d'informer les citoyens sur les attentes portées à la liberté de la presse dans de nombreux pays. Des publications sont censurées, condamnées, suspendues ou tout simplement fermées. Des journalistes, des rédacteurs en chef, des éditeurs sont harcelés, attaqués, détenus ou même tués. La journée sert aussi, ce ne serait jamais de trop, de rappel au gouvernement sur la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Moment aussi de réflexion pour les médias, d'information sur les questions relatives à l'exercice de la liberté de la presse, le soutien aux médias qui font l'objet de restrictions, d'où le thème de cette édition 2014 de la journée, la liberté des médias pour un avenir meilleur, contribuer à l'agenda de développement post-2015. À cet effet, nous avons sur ce plateau plusieurs invités. C'est ainsi que j'ai à ma droite M. Richard Bell. Monsieur Richard, bonsoir. Bonsoir. D'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ici même au Niger. À l'extrême droite, nous avons un confrère. Il est également président de l'ONIMED à la personne de M. Hussein Issa. M. Issa, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que l'ONIMED, c'est l'Observateur nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie. Je reviens à ma gauche, lui c'est un habitué du plateau. Il s'agit de Son Allah Dambaji. Son Allah, vous êtes acteur de la société civile, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. À l'extrême gauche, nous avons un doyen, nous l'appelons affectueusement à la personne de M. Yahaya Rabo. Il est le secrétaire général du Centra Presse, le syndicat des travailleurs de la presse. Monsieur Yahaya, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Le décor étant planté, la première question s'adresse tout bonnement à M. Bell. Monsieur, la célébration d'une telle journée, quel commentaire cela peut vous susciter? Eh bien, merci tout d'abord d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Certes, si vous vouliez un participant qui ne soit pas nigérien, vous aviez le choix, mais je suis sensible à votre décision d'inviter l'ambassade des États-Unis. Et il est vrai que pour le gouvernement et pour le peuple américain, la liberté de la presse, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que nous avons beaucoup d'expériences qui nous démontrent que la presse libre joue un rôle très important et très positif dans la vie démocratique du pays. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que tout le monde ici a déjà bien compris l'enjeu, mais la presse, quand elle fait bien son travail, elle est une sorte de garde-fou qui protège le peuple contre les abus de pouvoir, qui encourage la transparence par les tenants du pouvoir, donc ça encourage les bonnes pratiques de leur part. Et évidemment, la liberté de la presse va de pair avec la liberté d'expression en général, qui est essentielle pour que les êtres humains, les citoyens, bénéficient réellement de liberté. Il faut au moins avoir la liberté de penser et d'exprimer ses pensées. Voilà, je pourrais continuer, mais je pense que je devrais m'arrêter là pour le moment. Merci, M. Bell. Ousseini, je reviens à vous. La liberté de la presse, Bell l'a si bien souligné, va de pair avec la liberté d'expression. Quels enjeux, ou bien disons, quels sont les enjeux liés à cette journée, selon vous? Bon ben, merci. Je pense bien que dans votre introduction, vous avez un peu campé le décor. L'enjeu fondamental par rapport à cette journée, c'est que c'est une journée à l'occasion de laquelle, de manière générale, les professionnels des médias font le point. Font le point par rapport à ce qui s'est passé au cours de l'année. Comment les médias ont pu fonctionner.
aussi bien localement, quand je dis localement au niveau des pays, mais également sur le plan mondial, comment les choses se sont passées. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand même un point repère qui permet de faire le point. C'est-à-dire voir qu'est-ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées, en quoi on peut améliorer les conditions dans lesquelles les médias fonctionnent. C'est un peu ça le sens de cette journée-là. Ça permet au moins d'interpeller dans les pays où ça ne va pas, ça permet d'interpeller les décideurs quand il y a des abus contre les médias, pour qu'effectivement ils puissent comprendre que le rôle des médias, une société démocratique ne peut pas l'occulter. On ne peut pas occulter le travail des médias dans une société véritablement démocratique. C'est en cela que la journée, je pense, elle est très importante. Merci Ousseini. Je reviens à vous, Yahya Rabo, étant SG du Centre Presse. Quelle importance la célébration d'une telle journée revêt pour le Centre Presse? Merci. Et tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir invité donc, à ce débat. Donc, en ce qui concerne l'importance de cette journée, c'est une journée en tout cas qui permet aux différents comment dirais-je, défenseurs de la liberté de la presse de faire une sorte d'état des lieux au cours de l'année passée. Donc ça nous permet de voir qu'est-ce qui s'est passé au Niger par exemple, de façon générale, quelle est, comment dirais-je, l'allure qu'a prise la liberté de la presse, existe-t-elle, a-t-elle reculé ou elle va de bon pas. C'est particulièrement ces cas-là qui comment dirais-je, qui caractérisent cette journée-là. Merci Yahya Rabo. Je reviens à vous, vous acteurs de la société civile, tout comme homme des médias, à quelques géométries variables, nous avons les mêmes préoccupations. Est-ce que vous, acteurs de la société civile, vous vous retrouvez à travers une telle journée de la liberté de la presse? Merci Sidiko et nous remercions le groupe Canal 3 de l'occasion que vous nous offrez à chaque fois quand l'occasion se présente pour qu'on se prononce par rapport à la vie sociopolitique du Niger, voire même à l'international. En ce qui concerne la liberté de la presse, sincèrement, nous et les journalistes, en tant qu'acteurs de la société civile, franchement, on partage la même famille. Parce que quand la liberté de la presse est mise à rude épreuve, ça veut dire que toutes nos activités seront dans l'eau. Et la preuve, nous avons vu tout récemment, aussitôt qu'on a essayé de la bafouiller, on était partis ensemble dans les commérages ou dans les, comment on appelle ça, dans les griffes de ceux qui ne veulent pas que ça soit. Mais ce qui est sûr, c'est comme l'avait dit Ben, c'est que la liberté, pour moi, c'est un équilibre. C'est un équilibre social. Et que dès qu'elle est soumise à une situation ingérable, c'est que le pays va sentir ça au-delà à l'international. Et quand vous le constatez de vous-même, c'est-à-dire quand on parle de la journée de la liberté, pour moi, c'est faire le bilan. Le bilan de la situation de l'année passée. Parce que quand on dit le bilan, il faut qu'on se dise une certaine vérité. Et l'autorité en tant que telle, ou ceux qui ont la charge de la gestion politique, ont la responsabilité dans le bilan, mais il faut se dire aussi que le journaliste, en tant que tel, il doit faire aussi son autocritique. Quelle est sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé? C'est partant de ces principes qu'on peut faire vraiment une critique objective et pouvoir faire un bilan honnête. Parce qu'aujourd'hui, la liberté ne veut pas dire aussi un laisser aller, et où il y a des soi-disant, parce qu'il faut se le dire, dans les journalistes comme dans la société civile, il y a des actes qui sont posés parfois. C'est vrai, le régime, ou du moins le politique, il a la grande responsabilité, mais il faut qu'on se dise aussi qu'on a une responsabilité, petite soit-elle, parfois dans une situation ingérable, que nous-mêmes, certains parmi nous, ils profitent de cette robe pour poser des actes qui ne sont pas en symbiose avec la déontologie et l'éthique tout court. Donc quand il s'agit de cette journée, moi c'est une journée très importante parce qu'elle déclenche, ou du moins elle est le pilier fondamental de tous les principes ou de la vie démocratique d'un pays. Et c'est en ce sens que nous considérons que la presse en tant que telle, on l'a dit, et vous l'avez vu même de la Constitution, c'est un pouvoir. Et un pouvoir qu'on doit respecter obligatoirement, même à l'échelle internationale. Parce que quand vous voyez, même les guerres qui se sont éclatées, même à l'international, le journaliste, ou du moins la presse, a été quelque chose, soit dans le règlement, soit dans le déclenchement.
Et c'est pourquoi il est important et très important à ce que qu'on crée les conditions à ce que cette liberté de presse soit une réalité dans les principes de lois et règlements nationaux et internationaux. Merci Son Allah pour cet aperçu. Je reviens à vous, M. Bell. La liberté d'expression est garantie par le premier amendement, si je ne m'abuse, de la Constitution américaine. Est-ce qu'il y a, selon vous, un recul dans la mise en œuvre? Dans le cas américain? Oui. Non, je pense que la liberté d'expression est réellement protégée dans mon pays. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet, mais je voudrais dire, revenant à la liberté de presse en général, que pour qu'il y ait vraiment liberté, il faut qu'il y ait aussi indépendance. Et l'indépendance de la presse, ça peut prendre différents aspects. Il peut y avoir, par exemple, une presse qui est réellement aussi objective que possible, ou alors elle peut tout simplement être indépendante du pouvoir, mais avec son parti pris. Et il faut reconnaître qu'il y a une distinction importante dans le travail de la presse entre les informations, ce qu'on appelle en anglais news, et l'opinion. Et l'expression des opinions politiques, sociales, etc., ça, c'est un aspect légitime de ce qu'on trouve dans les médias. Mais ce n'est pas la même chose que la présentation aussi objective que possible des nouvelles. Et je pense qu'il serait peut-être fructueux de discuter un peu de ça. Et moi, je suis un peu là aussi pour écouter, hein, parce que je pense que vous avez des intervenants nigériens qui ont beaucoup à dire. Et moi, j'ai beaucoup à écouter. Merci, M. Bell, et vous allez beaucoup écouter. Ousseini, à l'instant, Bell a énuméré les différents aspects de cette presse. À un moment donné, dans notre pays, dans un passé très récent, cette presse a connu pas mal de travers. Est-ce que, selon vous, peut-on réellement parler de cette liberté de presse qui est enclaironnée aussi bien par le politique que les hommes de médias? Bon, je commencerai par dire que c'est un fait consacré, la liberté de la presse au Niger. Pratiquement depuis que le pays a amorcé son retour à la démocratie à partir des années 90, il y a eu la naissance du pluralisme. Il est bien vrai que, de par les lois qui avaient été votées à cette époque, de cette époque jusqu'à une date récente, et c'était de lois portant régime de la liberté de la presse, bien entendu, qui avait un certain nombre d'insuffisances. C'est-à-dire que le journaliste, dans l'exercice de sa profession, peut se retrouver en prison, ce qui n'est pas du tout souhaitable. On a vu des cas. Et à partir de 2010, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée, l'ordonnance 2010-035 du 4 juin 2010, qui supprime les peines privatives de liberté pour les délits commis par voie de presse. Et ça a constitué quand même une avancée parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de délits pour lesquels un journaliste ne peut pas, en tout cas, se retrouver en prison. Notamment le délit de diffamation, le délit d'injure, la propagation de fausses nouvelles. On ne peut pas dire qu'il y a une remise en cause. Il est bien vrai. Au mois de janvier, je crois, il y a eu une vague d'interpellations de journalistes et d'acteurs associatifs qui se sont retrouvés, comme on avait dit, dans le circuit de la police, qui ont suivi, comment dirais-je, des interrogatoires, mais en fin de compte, ça s'est dénoué. Et il ne faut pas aussi perdre de vue qu'il y a un autre document qui est symbolique, qui a été signé, notamment la déclaration de la montagne de la table. C'est dire que la liberté de la presse, en tout cas, c'est une réalité. C'est irréversible, on ne peut pas remettre ça en cause. En tout cas, tant qu'on est dans un contexte démocratique, ce n'est pas possible. Maintenant, l'indépendance, ça aussi, c'est un problème. Est-ce que la liberté signifie l'indépendance? Parce que, véritablement, pour exercer cette liberté-là, c'est qu'il faut avoir une indépendance vis-à-vis du pouvoir économique, une indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, mais ce n'est pas toujours la réalité au Niger, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les médias nigériens sont confrontés à beaucoup de difficultés liées à l'environnement notamment. L'environnement économique, bon, est quelque part défavorable à ces médias-là. C'est ça qui fait que, bon, les gens sont dans des difficultés, ils sont souvent tentés de faire le travail, mais pas comme l'exigent les principes. C'est-à-dire, il y a des principes qui encadrent l'exercice de la profession, notamment le respect des règles éthiques et déontologiques,
qui sont universellement les mêmes, hein, que ce soit au Niger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, les règles éthiques et déontologiques sont là. Maintenant, dans l'exercice quotidien de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, est-ce que ces règles-là sont véritablement respectées? Bon, il y en a qui font l'effort quand même d'équilibrer l'information quand ils la donnent, mais il y en a aussi qui font des prises de position, ça c'est des opinions. Mais le plus important à mon sens, c'est que le journaliste doit rester collé à ces règles-là. C'est ça qui détermine le bon journaliste du mauvais. Quand vous respectez les règles éthiques et déontologiques, dans l'exercice de votre profession, ça, vous faites un travail utile. Mais maintenant, si je ne dis pas les opinions, naturellement, on ne peut pas faire une presse sans opinion. C'est ça la liberté d'expression. Les gens peuvent s'exprimer à travers cette presse pour donner leur avis par rapport à des questions précises. Mais ça ne veut pas dire que c'est une information, c'est une opinion, mais l'information, ça dit l'équilibre, l'information en tant que telle, le journaliste doit aussi s'efforcer de la donner sans parti pris. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Hussein, à l'instant, vous avez listé une pléthore de lois. Est-ce à dire qu'à un moment donné, elles ont montré les limites pour qu'on en arrive à une autre? Oui, mais bien entendu, c'est un combat qui a été mené de 92 à pratiquement 2010. Il y a eu un combat au niveau des organisations socio-professionnelles pour qu'on... Moi, je ne dis pas la dépénalisation, on dit dépénalisation. Pour moi, ce n'est pas une dépénalisation parce qu'on a supprimé juste des peines privatives de liberté. Mais il y a quand même des sanctions pécuniaires qui sont prévues. Au lieu que vous soyez en prison, on vous amende, c'est des amendes que vous devez verser. Et à ce niveau aussi, quand on regarde un peu, c'est des amendes qui vont souvent de 100 000 à 5 millions. Est-ce que il y a beaucoup de médias qui peuvent faire face à ce genre d'amendes au cas où ils venaient à être condamnés? Toutes ces questions, toute cette problématique, la problématique est là. Maintenant, il revient toujours, il y a des insuffisances, même dans la nouvelle loi. Il y a des insuffisances qui ont été relevées à plusieurs occasions. Il revient aux organisations socio-professionnelles des médias, mais également à tous ceux qui sont soucieux de la préservation de la liberté, de faire en sorte que ces insuffisances-là puissent être corrigées. Mais il revient en dernier ressort aux journalistes aussi, parce que c'est ça qui fait le respect. Qu'ils fassent le travail en respectant les règles, surtout déontologiques, j'insiste beaucoup là-dessus. Merci Hussein Yahya Rabo. La question qui m'amène à vous être posée. Hussein a parlé du respect de l'éthique et de la déontologie, vous, au niveau du Centre Presse. Concrètement, qu'est-ce qui est fait pour que les journalistes s'approprient cette règle d'or-là, pour véritablement exercer le métier, le respect de l'éthique et de la déontologie? Bien. Merci pour cette question. Et Hussein, effectivement, a planté le décor en ce sens. Et je m'en vais dire que la liberté de la presse au Niger a eu de grands fondements d'abord, dès au départ. Comme Hussein l'a dit, il y avait le départ de la démocratie en 90, où on a eu la création du Conseil supérieur de la communication. Et surtout, la liberté de la presse est mise sur les rails à partir de la transition de 2010. Avec la loi 2010-35, dont il a fait cas. En dehors de ça, il y a l'accès à l'information publique, il y a aussi et aux documents administratifs. Le ministère a fait un effort compte tenu d'une situation qui est la précarité de nos camarades journalistes, particulièrement du privé, parce que en réalité, il faut dire qu'il y a deux presses quelque peu distinctes. Il y a la presse d'État, avec tous les moyens, humains et matériels. Et même financiers. Et même financiers. Merci. Donc, c'est parti donc comme ça. En dehors, donc, il y a la création de l'ONIMED. C'est un bon fondement, avec tout ce qui s'ensuit. Même s'il y a eu un moment où les gens ne respectaient pas les décisions prises par l'ONIMED. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, les choses vont un peu plus mieux. Donc, comme je disais, vraiment, la liberté de la presse au Niger a eu des fondements. Maintenant, à partir du fondement, c'est qu'on sait qu'il y a des points forts, elle a ses forces et ses faiblesses. Donc la faiblesse, particulièrement au niveau du privé, je disais que c'est les moyens. Le journaliste n'a pas les moyens de sa survie. Les promoteurs des organes n'ont pas suffisamment de capacité, eux aussi, pour s'équiper. Donc je pense que c'est en ce sens que, en ce qui concerne les journalistes privés, c'est en ce sens que le ministère a décidé de créer une convention collective. Malheureusement,
jusqu'à ce jour, cette convention collective n'a pas pu être mise en œuvre pour permettre à ces journalistes-là de vivre un peu plus décemment. Oui, monsieur Yahya Rabo, à l'instant, vous aviez dit qu'il y a eu des fondements, certes, mais il aurait fallu 2010 pour que cette place-là soit mise sur les bons rails. Est-ce à dire qu'antérieurement à 2010, c'était une navigation à vue? Oui, antérieurement à 2010, vous le savez, on a eu combien de journalistes qui ont été emprisonnés? La presse a eu même à faire une marche quand même pour soutenir les camarades qui étaient emprisonnés. En tout cas, moi je dis qu'au Niger, à l'heure actuelle, les choses ont changé, c'est une réalité. Moi je viens tout récemment du Gabon. Je vous dis, je m'attendais à une pléthore de journalistes à l'aéroport. Mais je me suis retrouvé avec un seul caméraman. Après, je l'ai approché, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que la presse privée ne soit pas avec vous? Mais elle m'a dit, non, ils ont une presse présidentielle. Et cette presse présidentielle, c'est elle qui fait tous les reportages, les montages. Elle donne l'élément prêt à diffuser à la télévision nationale et aux télévisions privées. Donc c'est cette presse présidentielle qui couvre les activités présidentielles. Exactement, c'est cette presse-là qui couvre les activités présidentielles. Ils ont leurs monteurs, leurs journalistes, et ils ont même un directeur général. Et j'ai demandé quel est le rapport entre ce directeur général de la presse présidentielle et celui de la télévision nationale. Et le camarade m'a dit que c'est le directeur général de la présidence qui coiffe tout. Alors allez-y à l'aéroport de Niamey à l'arrivée d'un président de la République, vous allez voir comment nous bousculons. En tout cas, c'est un tohu-bohu général. Oui, je crois que vraiment la liberté de la presse, en tout cas, c'est une réalité au Niger, même si j'ai dit qu'elle a ses faiblesses et ses qualités. Merci Yahya Rabo. Je reviens à vous. En janvier, il me semblera qu'il y a eu une vague d'arrestations aussi bien parmi les hommes de médias que les acteurs de la société civile. Est-ce que ces vagues d'arrestations peuvent à un moment, ou bien disons, ont eu à écorner une certaine image de notre pays relativement à cette liberté de la presse? Oui, c'est-à-dire qu'avant de répondre à votre question, il faut reconnaître, parce qu'il faut reconnaître que le Niger s'est doté des instruments juridiques qui garantissent la liberté de la presse. Ça, on ne peut pas nier ça. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de l'indépendance. Et ce problème de l'indépendance est à plusieurs facteurs qui contribuent à ce qu'elle ne soit pas indépendante. C'est quoi? Quand vous prenez, il vient de parler le grand frère de la convention collective. Parce qu'il y a la responsabilité des promoteurs. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on le nie. Vous êtes nos amis, on partage tout avec vous dans le combat. Et on subit tout ensemble. Et on subit tout ensemble. On sait ce que vous vivez dans votre chair. Et bien cette convention collective fait partie des bourreaux d'étranglement de l'indépendance des journalistes au Niger. Ça c'est un. Le deuxième problème, toujours par rapport à ce promoteur, il faut qu'on le dise et qu'on l'accepte. Parce que c'est quelque chose de concret. Aujourd'hui, le journaliste, en tant que journaliste, il n'a pas cette indépendance si elle part en contradiction avec la ligne éditoriale du promoteur. Et ça veut dire que lui, il n'est plus libre. Il suit la liberté de ce que le promoteur s'est assigné par rapport à son organe. Et quand on te dit de suivre une ligne, ça veut dire que tu ne jouis plus de liberté dans ton travail. Il y a la clause de conscience quand même, soit là. La clause de conscience, dans tous les cas, vous êtes sur un terrain de travail. Tout ce qui doit guider le travailleur, c'est la déontologie et l'éthique, comme l'avait dit le grand frère Hussein. Et cette déontologie et l'éthique, elle s'en fiche pas mal de l'impression que le promoteur va donner. Si réellement il est là pour sensibiliser et former le peuple, et voilà ceux qui sont qualifiés de pouvoir le faire, il faut qu'il leur donne la liberté et qu'ils le fassent dans la règle de l'art, des lois et règlements du pays. Et pas à travers lui ses tempéraments par rapport à ce qu'il voit même du point de vue politique. Parce que il faut le dire, ça fait partie du bourreau d'un règlement de la liberté. Quand vous prenez, je parle des journalistes privés, quand vous partez au niveau du public, mais là on ne parle pas. Là c'est le comble. Le malheur, parce que là, on ne parle plus de l'indépendance des journalistes. Parce qu'on a vu et on a constaté que quel que soit le régime qui va venir, vous êtes obligé de chanter la gloire de son système. Les louanges. Les louanges, la gloire même, si elle existe, de ce régime. Sinon, vous ne serez plus journaliste au niveau de la radio publique ou privée, de la radio publique ou télévision.
Et ça, je pense bien que tout ce que vous avez comme bagage, que vous avez pu à maîtriser de par vos études journalistiques, vous ne pouvez plus les mettre en application parce que vous êtes cloîtré, vous êtes obligé de partir dans le sens de ce système, n'en déplaise à votre conscience professionnelle, parce que juste vous pouvez manger, vous voulez manger. Donc, en réalité, notre vrai problème, c'est l'indépendance de la presse qui n'existe pas ou qui est mise à rude épreuve au Niger. Mais la liberté existe. Ça qu'on le veut ou pas. Maintenant, je reviens par rapport à votre question, par rapport au mois de janvier, quand il y avait eu des arrestations des journalistes et des acteurs de la société civile. Et sincèrement, c'est des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Parce que à un moment, c'était une arme que le président de la République a dans ses mains, dans toute la sous-région, par rapport à sa signature de qu'est-ce que vous appelez table de montagne. Et elle est devenue une référence dans la sous-région en matière de la liberté de la presse. Mais à notre grande surprise, bon, on comprend, ou du moins, c'est ça le système politique parfois africain. Parce que il y a des soubresauts qui peuvent surgir et on nie complètement le fondement de ce qui vous a amené au pouvoir. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et qu'on le veut ou pas, cet acte qui a été posé, ça a entamé, je dis bien ça a entamé, c'est-à-dire la popularité du président de la République dans ce combat de la liberté de la presse qu'il a engagé depuis son arrivée au niveau du pouvoir. Mais Soala, est-ce qu'il ne faudrait-il pas diviser la poire en deux? Quand même, tout acteur, tout comme homme de médias, ont leur part de responsabilité. Il ne faudrait pas vouloir jeter l'anathème sur l'autorité. Faudrait-il le reconnaître que nous avons aussi notre part de responsabilité, tout comme vous? J'ai dit et je l'ai dit depuis le début. C'est-à-dire la responsabilité n'est pas entièrement tombée sur le dos du pouvoir ou de ceux qui dirigent. J'ai dit il y a la responsabilité des promoteurs. Il y a la responsabilité de vous autres et de nous autres. Parce que vous êtes exposés d'abord. Vous êtes exposés aux intempéries, c'est-à-dire conjoncturelles. Qu'on le veut ou pas. Et c'est ce qui fait qu'on a constaté et on est en train de constater des non-dits dans ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit au début, qu'il y a certains journalistes, ils se blottissent derrière le journaliste et ils posent des actes qui sont contraires à la déontologie et l'éthique du journaliste. Parce que nous avons vu, aujourd'hui vous avez des journaux, quand vous les prenez, avant de lire les titres, vous saurez ce qu'il va dire et quelle personnalité ils vont défendre. Aujourd'hui, vous avez des organes qui, tant que ce n'est pas pour chanter les louanges, étant privé, c'est important, du régime ou bien de l'opposition, il est à la solde. Il est à la solde. Merci, son Allah. Monsieur Bell, je reviens à vous. Cette liberté de la presse, est-ce bien évidente chez vous, là-bas, aux États-Unis? La liberté de la presse et d'expression. Oui, je pense que c'est très évident dans la vie de tous les jours. Il y a des défis, même chez nous. Vous savez, la liberté de la presse, elle doit se conquérir chaque jour. On n'arrivera jamais à un stade au-delà duquel on n'a plus besoin de se battre pour défendre la liberté. C'est une conquête perpétuelle. C'est une conquête perpétuelle et il en est de même de la démocratie. Et justement, la bonne santé de la presse est une sorte de médecine préventive en faveur de la bonne santé de la démocratie. Ouais. Merci M. Bell. Husseini, je reviens à vous. Soit la énumérer, après vous, des facteurs bloquants de cette liberté de presse. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour soulever autant de verrous pour que réellement cette liberté de la presse et d'expression soit une réalité palpable et évidente? Bon, je pense du point de vue des textes, j'en ai parlé. J'ai dit qu'il y a des insuffisances qu'il faille corriger au niveau des textes, notamment l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse. Mais sur ce terrain-là, on peut quand même considérer que, comparé à un certain nombre de pays, le Niger a quand même fait une grande avancée. Maintenant, comment agir? Parce que sur le terrain, le contenu ne reflète pas véritablement un travail professionnel. Souvent, quand on parle des journaux, au niveau des télévisions, il n'y a pas un véritable travail qui tienne compte. Parce que quand vous faites l'information, moi, à mon sens, c'est que
vous n'avez pas de parti pris quand vous donnez l'information. Parce que vous ne savez pas, a priori, vous donnez l'information, il revient au public, il revient aux usagers de faire leur propre opinion par rapport à l'information que vous avez donnée. Mais malheureusement, on n'est pas dans ce schéma-là au Niger. On est plus dans un schéma où on pense que l'information, c'est peut-être l'opinion. Pourquoi on ne peut pas être dans ce schéma au Sénégal? On n'est pas dans ce schéma, bon, on doit être dedans. L'information, ça doit être... Tu donnes l'information, tu les fais, tu te limites à ça. Tu peux faire ton opinion après. Mais ne prends pas tes opinions pour la réalité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au niveau de beaucoup d'organes, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a aucun respect. Parce que quand vous restez collé aux règles déontologiques, c'est que vous êtes forcément, quand par exemple j'interroge par rapport à un conflit, je l'interroge. L'autre partie aussi, je dois aller l'interroger pour avoir son son de cloche par rapport à cette... Mais ce n'est pas ce qui s'est fait, malheureusement. Les gens ne font pas ce travail d'équilibre. Ce qui fait qu'on assiste à une presse plus médiocre, de plus en plus. Parce qu'au départ, à partir des années 90, avec les premiers médias, les premiers journaux, moi, j'étais là à ce moment que j'étais venu dans la profession. Vos premiers pas. La qualité était encore plus rigoureuse qu'aujourd'hui. Quand vous prenez, il y a des journaux, vous ne pouvez même pas les lire. Parce que tout simplement, c'est des insultes. Les gens abusent de la liberté, en tout cas de la presse qui est garantie par l'ordonnance 035. Parce que les gens pensent que, parce qu'on l'a dépénalisé, aujourd'hui, je peux insulter. Je peux traîner un père de famille dans la boue. Voilà c'est à quoi on assiste. Pour pouvoir véritablement sortir de cette logique-là, moi je pense qu'il y a, d'une part, renforcer les capacités des médias. Quand je dis renforcer les capacités des médias, les capacités économiques, c'est très important. Parce que un journaliste qui n'a même pas un salaire, c'est une gratification qu'il a. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse un bon travail. Quand il sort, son esprit est plus orienté vers qu'est-ce que je vais gagner. Il est vulnérable. Il devient vulnérable. Et on est là dans ce schéma, ici au Niger, tant qu'on ne sort pas de ce schéma-là. Renforcer économiquement, c'est-à-dire en adoptant, en mettant en œuvre notamment, comment vais-je dire, la convention collective, qu'on n'arrive pas à signer jusqu'ici. Si on arrive à mettre la convention collective, c'est déjà un premier pas. On sécurise un peu les journalistes. Et une fois que la personne est sécurisée, c'est qu'il est obligé de faire, en tout cas, on est en droit de s'attendre à ce qu'il fasse un travail correct, honnête. Mais quand il n'est pas sécurisé, c'est qu'il faut s'attendre à des déviances. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est le renforcement même sur le plan professionnel. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens rentrent dans la profession, en tout cas, ils ne font pas l'effort. On peut essayer une profession qui est ouverte, c'est une profession libérale. Mais quand vous rentrez dedans, essayez de comprendre comment ça fonctionne, essayez de vous former, mais profitez aussi des formations qui sont offertes par les organisations, souvent avec l'appui notamment de l'ambassade des États-Unis. On a organisé combien d'ateliers de formation pour renforcer les capacités. Mais malheureusement, les gens n'appliquent pas. Mais il faut continuer quand même à insister sur la formation. Moi, je pense que c'est les deux leviers sur lesquels on peut actionner, les deux leviers qu'on peut actionner pour changer la chose. Merci Ousseini Yahya, je reviens à vous. Hussein l'a si bien dit, il faut le reconnaître et l'admettre comme tel. Notre presse est de plus en plus médiocre. Pour preuve, il a tablé sur le renforcement des capacités des acteurs. La presse est un des métiers les plus ouverts. Finalement, qu'est-ce qui est fait pour que véritablement n'entre pas dans le milieu de la presse qui veut, ou bien même si vous y êtes, vous êtes en perpétuelle formation en recyclage. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour redorer cette image de la presse? Bon, pour renverser la tendance, je crois que il y a plusieurs possibilités. Mais avant que je ne revienne là-dessus, je voudrais quand même, comment dirais-je, appuyer le petit frère qui parlait du comble de malheur au niveau de la presse publique, en ce qui concerne le traitement de la formation. Donc je sais que, en ce qui concerne le public, comme il l'a dit, c'est des médias d'État. Tout leur provient de l'État. Donc, en tout cas, ils sont sous la tutelle de l'État. Comment y remédier? Au départ, nous avons envisagé qu'il était possible de le faire en donnant la possibilité au Conseil supérieur de la communication de nommer les différents directeurs généraux. Mais très vite, les hommes politiques ont récupéré cette initiative-là et on est retombé dans la situation actuelle qu'elle vient de souligner. Moi, je pense que par rapport à ça, cette initiative-là doit revenir encore
pour que le Conseil supérieur de la communication puisse désigner les directeurs généraux des organes de presse publics. Maintenant, pour revenir au changement de tendance, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. En ce qui concerne particulièrement les journalistes, vous ne pouvez pas faire un bon travail alors que vous êtes mal rémunéré. Comment y remédier? On a fait cas de la convention collective. Cette convention collective a tout prévu. Il y a un seul goulot d'étranglement qu'il me paraît que nous avons effectivement évoqué la dernière fois au cours de la réunion des cadres de la communication. C'est l'indemnité, les différentes indemnités qu'on devrait laisser à l'appréciation des différents partis. Tant qu'on ne leur laisse pas ça, ils ont dit qu'ils ne seront jamais d'accord de l'appliquer. Et pour l'appliquer, aussi, il faut qu'ils soient accompagnés. Il faut qu'ils soient accompagnés. Comment? Il faut qu'on augmente le fonds d'aide à la presse. C'est insuffisant. Chaque année, les médias se multiplient. Il y a un foisonnement d'organes. Et je crois qu'à l'heure actuelle, je crois non que 100 millions, à moins que ça ne soit augmenté ou à 200. 200, je crois. C'est 200 millions. Donc 200 millions pour toute une pléthore. À l'heure actuelle, il y a une douzaine, je crois, de télévisions. Bon, évidemment, il n'y a pas... la télévision, les télévisions publiques n'ont pas droit à ça. Donc il faut augmenter ce fonds d'aide à la presse. Il faut trouver un canevas qui puisse amoindrir les dépenses des patrons des organes. C'est-à-dire, par exemple, pour l'achat du matériel, qu'il soit exonéré. Donc, il y a plusieurs possibilités. Maintenant, au cours de la réunion dont je faisais cas, on a souligné tous ces problèmes-là et on les a transmis au ministère. Moi, je pense que si le ministère le veut, on peut y arriver. Je crois qu'ils ont mis un comité de suivi pour que cela soit. Et si on arrive à le faire, vraiment, je pense qu'on peut résoudre le problème. Oui, monsieur Yahya, vous qui arguez comme quoi en donnant la prérogative à l'instance de régulation qu'est le CSC de pouvoir nommer les directeurs généraux au niveau des appareils étatiques, est-ce que selon vous, en donnant cette prérogative au CSC, cela pourrait amener ces mêmes directeurs généraux de ces mêmes appareils étatiques à avoir les coups de franche pour mener le travail qui leur est dévolu? Évidemment, c'est dans ce sens que nous avons fait cette proposition. Parce que quand c'est le gouvernement qui désigne les responsables des médias publics. Donc les médias publics ne font que ce qu'on leur demande de faire. Et s'ils ne le font pas, on les change. Maintenant, si c'est le Conseil supérieur de la communication qui les téléguide, s'ils ne font pas ce que le Conseil veut, le Conseil peut les démettre. Et qu'est-ce que veut le Conseil? C'est de respecter l'éthique et la déontologie, de respecter l'indépendance des journalistes. Et, comment dirais-je, vous avez souvenance une fois, le camarade Kodo, dans ses petites diatribes. Les insolites. Il avait trouvé un fou en train de manger un chien, les bergers. Alors, il a filmé avec l'intention de l'insolite. Mais le politique a pris ça autrement. Il en a fait une autre interprétation. Il en a fait une autre interprétation qui veut dire que le journaliste veut dire au niveau national, qu'au niveau international, qu'au Niger, il y a la famine et que les gens mangent les chiens. Mais il fallu les syndicats pour empêcher à cet enfant-là d'être renvoyé. Et évidemment, avec aussi la volonté du directeur général qui quand même nous a écoutés. Donc voilà pourquoi nous proposons, nous demandons, c'est même au cours de cette réunion-là que nous avons tous demandé cela. Il faut que la nomination des directeurs généraux de la presse publique soit en tout cas faite par le Conseil supérieur de la communication. Merci M. Yahya. Je viens à vous, son Allah. Tout comme nous, hommes de médias, nous avons notre grande part de responsabilité dans certaines dérives. Vous, acteurs de la société civile également, vous avez votre part de responsabilité. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour amener vos autres camarades, vos collègues acteurs de la société civile à être à la hauteur pour ne pas verser dans de tels travaux qui à l'avenir peut leur être coûteux? Oui, et du coup, je vous ai dit qu'on est ensemble dans ce qu'on s'était tracé comme mission pour notre pays. On a presque la même mission avec vous. Et ce genre de cas,
Je l'ai annoncé depuis le début, que c'est des cas qu'il faut y remédier parce que ça dénature et ça détruit tous ceux qui veulent faire un travail de bonne foi pour ce pays. Et malheureusement, pour le faire, je vous ai dit que vous avez plus de chances de pouvoir revenir, mais tout ça là, je vous dis et je vous garantis, si le politique accepte, il peut nous aider à régler le problème. Comment le politique peut accepter? Aujourd'hui, vous êtes journaliste et on sait très bien que vous êtes exposé aux intempéries conjoncturelles, que j'ai eu à le dire, alors qu'il y a une convention collective qui peut être la forme, c'est-à-dire si le régime accepte, il peut transformer ça en une loi. Et ce promoteur ne peut pas être au-dessus de la loi et dire qu'ils ne vont pas obtempérer par rapport à la loi. Parce que le politique il a l'obligation de vous protéger en tant que travailleur. Même si vous êtes du secteur privé, c'est sa mission régalienne de pouvoir protéger tout travailleur, qu'il soit privé ou public. Eh bien, on doit créer les conditions à ce que vous soyez dans le minimum, je dis dans le minimum, qui va vous permettre de faire un travail en respectant la déontologie et l'éthique. Quand il s'agit de la société civile, que nous sommes là-dessus, ou nous sommes là-dedans en train de faire un combat, effectivement, il y a des tares que nous reconnaissons que il faut qu'on ait le courage de les dénoncer et d'accepter que ce sont des tares pour éviter ce genre de choses. Parce que moi, honnêtement, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le principe qu'un acteur de la société civile, il faut qu'il défende mordicus l'opposition ou la majorité, quel que soit, même si ces dernières, ce qu'elle a posé est en contre, c'est-à-dire elle est en contrepartie, c'est-à-dire c'est une réaction qui va détruire l'intérêt général, tu vas voir un acteur de la société civile qui va sortir, défendre une action politique plus qu'un politicien. Et c'est le comble du malheur. Nous ne sommes pas d'accord avec ce principe. Mais nous sommes là pour faire une mission de veille. Le pouvoir, il essaie d'exagérer ou bien il s'écarte de la réalité de loi et règlement du pays. On dénonce et on dit que ce n'est pas honnête. L'opposition vient, elle pose un acte déplacé qui n'est pas conforme à l'intérêt national. On vient, on dénonce, on dit qu'arrêtez ce que vous faites, ce n'est pas honnête. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de dénoncer. Mais on ne peut pas faire, on ne doit pas faire de cette dénonciation comme un système de marketing. C'est-à-dire, vous donnez, je pars, je dénonce, et je reviens. Par exemple, avant de venir faire le débat ici chez vous, j'appelle, je sais qu'il y a des acteurs qui font ça. Voilà, justement, Allah, comment mener cette cette nous, mission? on va faire un débat. Et au retour, est-ce que mon débat est bien? Et je passe chez toi en tant qu'acteur politique pour des éventuelles récompenses. Et ça, c'est la malhonnêteté. C'est très malhonnête. De la part de? De la part des acteurs de la société civile qui font ce genre de pratiques et que, dans tous les cas, Dieu est là. Et ils sont en train de sucer le sang du peuple nigérien. Et c'est malhonnête. Et que Dieu fasse le plus grand, c'est-à-dire on souhaite que Dieu fasse que ces gens-là soient mis au nu devant le peuple nigérien pour qu'ils comprennent qu'ils ont trahi le peuple nigérien. Justement, Salah, revenons à votre... Parce qu'on complète contre le pays avec eux. Justement, Salah, cette mission d'éveil-là qui vous est dévolue, comment pouvez-vous la mener si beaucoup de vos autres camarades, vous l'avez si bien dit, sont à la solde du politique? Selon vous, concrètement, comment peuvent-ils se départir de ce copinage du politique pour mener votre... On fait la même mission, c'est toujours l'aspect conjoncturel. Parce qu'aujourd'hui, il y a une triste réalité. Donc ce vous sont ne des pouvez pas, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas sortir du néant, je m'explique. C'est-à-dire vous n'avez aucune mission pour ton pays qui est de venir dénoncer. Il faut d'abord servir ton pays. Il faut participer à la construction de ton pays. Mais comment? En travaillant. Tu peux travailler sur plusieurs fronts. Moi, personnellement, je suis un enseignant. Le moment où vous m'avez appelé, j'étais en classe en train d'enseigner. J'ai dit, je vais voir si c'est conforme. Si en ce temps-là, je n'aurais pas cours, je serai là. J'ai regardé mon emploi du temps, j'ai vu que je n'ai pas cours en ce temps-là. C'est en ce temps-là que je vous ai donné mon accord que je serai là. Et en ce temps-là, je pense bien que j'aurai le courage, si le politique, du point de vue, il pose un acte qui est déplacé, j'ai un droit de le dénoncer parce que je sais que je contribue à la construction de mon pays. Mais il y a certains parmi nous, il ne faut pas avoir peur de les dire. Ils sont nombreux. Ils sont, dans tous les cas, ils sont là, qui n'ont que mission, profession, société civile. Alimentaire. Alimentaire. Surtout alimentaire, société civile alimentaire.
Ça, c'est très dangereux parce que tu penses que tu défends une cause pour que tu sois rémunéré. Et ils sont nombreux. Ceux qui considèrent qu'il faut défendre la cause en contrepartie pour que tu sois rémunéré. Que la cause soit en déphasage avec l'intérêt national, tu vas la défendre pour que tu puisses avoir ton enveloppe. Ce genre-là, que Dieu nous en garde contre ce genre des acteurs de la société. Ressaisissez-vous alors, Allah. Monsieur Bell, je reviens à vous. L'Assemblée générale plutôt des Nations Unies a condamné sans équivoque toutes les attaques et violences contre les journalistes et le personnel des médias. Il est bien beau de condamner, mais quelles sont les dispositions à prendre pour que cela soit une réalité? Bien, c'est déjà une très bonne chose qu'au niveau mondial, la majorité des États souverains affirment ensemble que la liberté de la presse est une chose qui est bonne et importante. L'existence de la journée mondiale de la liberté de la presse est aussi une autre façon de dire que c'est un atout précieux. Et vraiment, à écouter les interventions de vos distingués invités nigériens, je constate qu'il y a un véritable attachement à la liberté de la presse dans ce pays et surtout une confiance en cette liberté dont je me réjouis. Parce que je suis convaincu que lorsque le peuple, les médias eux-mêmes, la société civile, tout le monde insiste sur la pérennité de la liberté de la presse, c'est une bonne chose pour l'avenir du pays. Et comme nous avons entendu ici sur ce plateau, le rôle de la société civile, qui est si important dans la vie démocratique d'un pays, est renforcé par la liberté des médias et, de son côté, renforce également le respect de cette liberté-là. Alors, tout ça est Ils ont des rôles complémentaires. Ça va ensemble. Ce n'est pas à New York, siège de l'Assemblée générale des Nations Unies, que ça va se jouer. Ça va se jouer sur le terrain, dans chaque pays. Voilà, je crois que c'est ça la réponse à votre question. Merci, M. Ben Husseini. Un véritable attachement à la liberté de la presse, tous les professionnels des médias y attachent un prix. À l'instant, on a parlé de la fameuse convention collective. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour que cette convention collective à laquelle tous professionnels des médias accordent une importance somme toute particulière? Concrètement, où se trouve le blocus? Est-ce que cette convention collective-là serait-elle la panacée ou à tous les maux qui minent le monde des médias? Bon, avant de répondre à cette question, peut-être je vais compléter mon camarade. Et tout à l'heure, par rapport à la nomination des directeurs généraux, des responsables des médias publics, bon, il y a des pays qui l'ont déjà expérimenté, notamment le Bénin à côté. Quel est l'avantage de confier la nomination, en tout cas aux professionnels eux-mêmes? Ça permet non seulement de voir au niveau de la corporation, à leur niveau, qui peut assumer cette responsabilité, en tout cas être directeur général ou directeur de publication, qui peut assumer, en toute indépendance. Et maintenant, c'est une liste de 3 noms. Le plus souvent au Bénin, j'ai vu, c'est une liste de 3 noms que l'ODEM soumet aux autorités, au ministre de la Communication, et c'est sur la base de ces 3 noms-là qu'il choisit. Et quand vous êtes, c'est un tel processus, à l'issue d'un tel processus que vous êtes désigné, c'est que vous n'êtes pas redevable vis-à-vis, en tout cas, du pouvoir public, du politique. Vous êtes plus indépendant parce que c'est vos collègues qui vous ont désigné. Par conséquent, vous pouvez faire le travail avec beaucoup plus d'indépendance que quand c'est le politique qui décide de vous nommer. Maintenant, au niveau de la convention collective, quand même, qui est un processus qui a débuté, je crois, depuis 2001, et le document est là, le document a été finalisé, il reste que la signature. Et le véritable blocage, c'est au niveau des promoteurs. Parce que les promoteurs posent d'abord les conditions économiques, l'environnement dans lequel ils évoluent. Et on ne peut pas les forcer à signer. En tout cas, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas les forcer à signer. Sinon, du côté de l'État, je crois que l'État est prêt à accompagner les journalistes aussi. En tout cas, c'est tout ce qu'ils peuvent souhaiter, que la convention-là puisse voir le jour. Maintenant, c'est au niveau des promoteurs, il faut peut-être faire un travail de plaidoyer pour les amener à comprendre que, en rétribuant, en faisant des salaires décents à leurs agents, c'est qu'on peut s'attendre d'eux
à ce qu'il fasse un travail de qualité. Mais quand vous donnez, que vous payez quelqu'un au lance-pierre, naturellement, le travail qu'il va vous donner, c'est un travail au rabais. Là, vous avez encore plus, comment vais-je dire, vous avez, si vous payez vos agents, vous leur faites un salaire décent, c'est que forcément, eux aussi, ils doivent se dire qu'ils doivent faire un travail correct, en respectant. Mais malheureusement, l'environnement économique est là. Bon, les promoteurs, ils prennent ça comme prétexte pour ne pas, en tout cas, signer. Mais Hussein, est-ce que des seuls desiderata de ces promoteurs-là pourrait-on continuer à attendre pour que cette convention collective soit signée? Mais ils sont partis. Puisque c'est en partie, ils y sont pour beaucoup quant au paiement, au traitement des... ils sont partis. Ils considèrent que cette situation les arrange. Pour eux, cette situation les arrange. Donc c'est à dessein qu'ils l'entretiennent. Naturellement, parce que quand vous avez des employés à qui vous donnez des miettes, souvent, ce n'est même pas un salaire, c'est des gratifications. Et souvent, il y a même des organes où on dit, bon, va te débrouiller. C'est-à-dire que c'est sur le terrain que tu fais ton effort. Donc, pour pouvoir trouver de quoi manger. Bon, lui, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il attend, lui, en tant que promoteur? Qu'on puisse lui garantir, comme avait dit, qu'on puisse meubler son programme. Une fois qu'il a des gens qui sont prêts à faire ce travail-là, moi je pense que, parce que tout simplement, et je l'ai toujours dit souvent aux journalistes, il y a des organisations qui sont là, il y a des syndicats au niveau du privé. Mais malheureusement, jusqu'ici, les gens sont en train de vouloir, non, il y a des mécanismes qui sont prévus par les textes, notamment si vous considérez que vous ne pouvez plus continuer à rester dans ce carnaval-là où vous n'avez pas de salaire, organisez-vous. Il y a des actions de lutte qui peuvent être engagées. De manière collective, aller en grève, par exemple, c'est des mécanismes qui sont là. Même les travailleurs de l'État, ils recourent à ce mécanisme-là. Une manière de prendre en main leur propre destin. Prendre en main leur propre destin, mais ne pas attendre à ce que ce soit. L'État ne peut pas imposer à ces promoteurs-là la signature de ce document. Mais les journalistes, s'ils se mobilisent, moi je suis convaincu qu'au bout de quelques temps, ça va aboutir. Dans l'ensemble, si tous les médias, je vais dire, qui sont un peu organisés, notamment les radios, les télévisions, on trouve un personnel quand même étoffé. S'il y a des mouvements de cette nature, moi je suis convaincu que le promoteur, au bout d'une semaine, ils vont se retrouver pour dire non, il faut décanter la situation. Merci Hussein, vivement que votre appel soit entendu par les professionnels. Monsieur Yaya Rabo, parlons-en de cette convention collective. Est-ce que vous qui êtes du public, vous vous sentez concerné ou bien, s'il a lieu que vous ameniez votre soutien, quel serait ce soutien-là? Bon, pour la petite histoire, je voudrais vous informer que la convention collective provient des médias, comment dirais-je, des organisations socio-professionnelles des médias publics. C'est le Sanfo qui l'a initié. Et pourquoi le Sanfo l'a initié? C'est parce qu'on était en très bon terme avec les privés. En tout cas, en ce qui concerne les organisations socio-professionnelles. Rapport de bon voisinage. Vous vous rappelez, à un certain moment, quand on se rencontrait, il y a des gens qui me posaient même la question de savoir si moi je n'ai pas peur, je suis tout le temps avec les privés. Je dis non. Je suis un secrétaire général d'une organisation socio-professionnelle qui est même ouverte au privé. Nous, on a même ouvert notre syndicat au privé. Malheureusement, aucun privé n'est rentré. Mais donc, cette convention collective-là, le blocage, comme il l'a si bien dit, c'est vraiment au niveau des responsables des médias privés. Ces responsables-là ont posé des conditions. C'est la signature seulement qui reste. Et pour que cette signature-là soit acceptée, d'abord, ils ont demandé, en ce qui concerne la publicité, il faut que la publicité soit répartie équitablement. Ce qui ne l'est pas en ce moment. En dehors de la publicité, je vous ai parlé de la grille. Vous savez, la convention collective, c'est un contrat entre les travailleurs, les employés et les employeurs. Donc, la proposition de la société civile risque de ne pas pouvoir passer. Parce que c'est un contrat entre deux camps. Ça ne peut pas passer. Donc, il faudrait qu'on s'entende à ce niveau-là. Il faut qu'on revoie comment les promoteurs des organes de presse vont pouvoir profiter pour mettre la grille-là en application. Avoir, de l'autre côté, les retombées de la publicité. Parce qu'eux, ils veulent, en ce qui concerne, particulièrement en ce qui concerne les indemnités. Parce que les indemnités qui sont prévues
Ils ont dit qu'il n'y a aucun organe qui peut les appliquer. Merci Yaya. Ils sont là en 1 minute, nous tendons vers la fin de notre émission. Rapidement, c'est peut-être là où on ne peut pas. Je ne suis pas d'accord avec les deux grands frères. Parce que constitutionnellement, ces journalistes, c'est des gens qui ont été, c'est-à-dire qui ont fait des études. Et c'est sur le dos de l'État nigérien qu'ils ont fait des études. Et que quand ils ont fini des études, dans tous les cas, la loi est là. Même s'agit-il même du privé, le pouvoir a un droit de regard là-dessus. Je n'ai pas dit à ceux que les promoteurs qu'on impose ceux qui ne veulent pas. Mais on doit imposer à ceux qu'il y ait un consensus, et l'État peut le faire, qui peut être transformé en une loi. Et l'État doit être à la hauteur de pouvoir le faire. Parce qu'on ne peut pas continuer à regarder ces camarades avec qui on a fait l'université ensemble. Ils étaient sortis et maintenant, voilà, ils ont embrassé le métier. Et ce camarade, aujourd'hui, vous qui êtes à la fonction publique, malgré, vous les constatez que ce qu'ils touchent, ce n'est pas à la hauteur de leur catégorie. Et ça, je pense même que c'est une injustice. Au-delà de ce que le grand frère a dit, que les journalistes se mobilisent pour imposer ce comportement aux promoteurs. Moi, j'ai dit que ce serait très difficile parce qu'on se connaît le comportement des uns et des autres. Et on comprend comment ces promoteurs, aujourd'hui, allègrement, ils chassent un journaliste s'ils le veulent. Sans préavis. On sait, on vit avec vous, on sait ce qui se passe. Apparemment, vous êtes dans nos secrets. On sait ce qui se passe, ils vous chassent sans préavis. Merci, et on dirait qu'on n'est pas dans un état où il y a les lois et les règlements du pays. Merci pour votre coup de gueule. Monsieur Bella, votre dernier mot par rapport à cette journée mondiale de la presse. Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je constate qu'il y a un véritable attachement, même un acharnement au profit de la liberté de la presse et je trouve que c'est une très très bonne chose pour le Niger. Merci. Une très bonne chose pour le Niger, chers téléspectateurs, d'avoir su bien nous accompagner. Merci. Également, merci à nos invités. Rendez-vous est pris, plaise à Dieu, une autre fois pour un autre thème. Au revoir. Merci, M. Dem. Merci, Ousseini.